Bonjour tout le monde, good morning to everyone. Euh, Merci à tous ceux qui sont avec nous. Je suis Romulus Dorval-Coessier, membre de l'antenne camerounaise du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Et voilà, pour ce jour, en collaboration avec Air Journalism Network, nous organisons justement ce webinaire. Et vous le savez bien, ils nous fascinent par leur sociabilité, leurs émotions, leur intelligence et jusqu'à 98% de notre ADN. Pourtant, les grands singes disparaissent plus vite que les discours qui prétendent les protéger. On peut le reconnaître, il y a des actions qui sont menées, mais à l'évidence, il y a beaucoup de difficultés, notamment des maladies dans plusieurs régions d'Afrique, la perte d'habitat, le trafic illégal continue justement de progresser. Et c'est la raison pour laquelle on se demande comment on peut expliquer ce paradoxe. Protéger les grands singes est devenu une priorité mondiale, mais dans leur survie, c'est encore un grand challenge. Et justement, on se demande aujourd'hui quels sont les efforts réels que mènent les chercheurs. On en a aujourd'hui sur le terrain et quelle justement dimension essentielle de cette crise reste encore peu visible dans les débats publics et qui reste peu médiatisée. C'est la raison pour laquelle justement ce webinaire sera d'une importance capitale pour les journalistes qui sont nombreux. On aura justement pendant ces échanges le docteur Ekwege Abe. J'espère qu'il est là. Bonjour docteur. Good morning. Thank you for the invitation. Hmm. Alors, il est primatologue, à conservation des grands singes et également, je crois, pour ceux qui ont vu le visuel, c'est un homme au parcours éloquent en ce qui concerne les grands singes et au Cameroun, il mène diverses actions, on en parlera. Il aura, durant sa présentation, justement, la possibilité de parler de son action. Et pour tous ceux qui ont des questions, justement, on pourra lui poser ces questions. On a également Amy qui est avec nous. Amy, good morning. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci. Mm. Mm. Alors, Amy, justement, vient pour Gorilla Doctor. Eux, ils mènent des actions sur le terrain pour protéger les grands singes et je crois, en partageant leurs expériences et surtout les défis, on sera mieux fixé sur comment nous, journalistes, on peut au mieux protéger les grands singes à notre manière à travers nos productions journalistiques, sur quel levier on doit tirer. Je précise justement que ce webinaire est enregistré, donc ce sera possible pour ceux qui vont vouloir voir avec toute la précision des intervenants. Donc, Amy, I was saying you are working with Gorilla Doctors, and that Dr. Cedric has a challenge on fear. Yes, why you're here to share, I mean, your experience of your organization and the challenges you're facing for us to be more. So after this, I think the it's important for you, Dr. Koje, and you to maybe give a little introduction of your work, and if you have a presentation, you can share it for us to know what you prepare for us before having questions. Donc, ce sera justement d'abord aux experts de nous parler un peu, nous entretenir sur cette question avant justement que nous ne posions des questions adressées soit au docteur Ekoje Abe ou alors à Amy Bond qui est avec nous. Donc, je commence par le docteur Ekoje Abe. Si docteur, vous voulez bien commencer, if you can start in French or in English, but I think you're bilingual, so I trust you. Good morning once Yeah, more, doctor. yeah, good morning, Romulus. Merci pour l'invitation. Donc, ma première langue, c'est l'anglais plutôt, mais je me débrouille aussi en français. Donc, je vais essayer de m'exprimer, surtout comme l'audience est francophone. Donc, je suis Ekoge Abouer, primatologue, avec mon background, c'est surtout dans les chimpanzés et les gorilles. Et j'ai commencé ce travail, l'intérêt sur les grands singes, ça fait depuis 2005. C'était pour moi la première fois d'observer les gorilles dans la forêt des Vosges, qui est dans la région du littoral. Et quand j'ai observé ça en 2004,
ça m'a attiré vraiment l'attention parce que avant ça, je faisais que les cadres dans les systèmes d'information géographique. Et donc, moi, je ne voyais pas que je pouvais m'intéresser dans la biologie. Mais quand j'ai observé un gorille, la première fois dans la forêt, et un an plus tard, j'ai observé les chimpanzés dans la même forêt en train de casser les noix avec les pieds dans les arbres. Donc, j'étais tellement intéressé dans ces aspects. Et c'est à ces mesures que j'ai fait mes études sur les chimpanzés, surtout en Oxford, en Grande-Bretagne, et puis en Philadelphie, aux États-Unis. Et depuis lors, je travaille ici au Cameroun, surtout dans la forêt des Baux, dans le parc national des Bamingérène. Je travaille avec le gouvernement pour essayer de protéger ces grands singes qui sont tellement importants pour nous. Romulus disait avant qu'on partage notre matière génétique avec ces singes, donc c'est nos cousins. Et je vois, on a vraiment tout l'intérêt à les protéger. Malheureusement, il y a vraiment, euh, au fur et à mesure que la population humaine est en train d'augmenter, on a besoin de plus de ressources, plus de forêts, plus de ce qu'on doit vivre et manger. Et ça impacte vraiment nos cousins, dont les grands singes, mais aussi dans la biodiversité en général. Donc, on a l'intérêt à mener les actions et je suis quand même content que l'État a les mesures pour protéger la biodiversité parce qu'on a les aires protégées, on a les actions menées aux différents niveaux, mais il y a aussi les animaux qui ne sont pas dans les aires protégées. Bon, beaucoup de populations des grands singes, les chimpanzés et les gorilles ne sont pas dans les aires protégées. Donc, nous tous, on doit voir comment on doit les protéger. Et l'approche qu'on voit qui est tellement meilleure, c'est de travailler avec les communautés qui vivent proches à ces populations, même si ce soit les aires protégées ou bien les aires non protégées, on doit travailler avec ces communautés parce que c'est eux qui subissent tous ces impacts. S'il y a perte d'habitat, c'est ces populations. Si il y a les animaux qui ont tué ou bien il y a les maladies des zoonoses qui quittent des animaux aux hommes ou bien aux hommes aux animaux. Donc, c'est ces populations. S'il y a les conflits hommes-faune, c'est ces populations. Donc, travailler avec les communautés riveraines des grands singes et de la biodiversité en général, c'est vraiment une approche qui, qui, qu'on encourage, quoi. Et il y a ce concept de One Health parce que on doit regarder donc, la santé de l'environnement, la santé de l'homme et la santé de la faune. Et on ne peut pas même parler de faune sans parler de ce qui est tellement proche de nous. Donc, on doit chercher les moyens à coexister, à vivre ensemble avec ces grands singes. Dans mon travail, j'ai une organisation que j'ai créée, qui s'appelle Cameroon Biodiversity Association. Et on travaille dans le littoral, la forêt des Baux, où j'ai trouvé une population de gorilles, on a trouvé que c'est une population jusqu'en 2022. Le monde entier ne connaissait pas, le monde scientifique ne connaissait pas qu'il existait ces populations de gorilles. Donc, depuis là, on est en train de le protéger. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a deux sous-espèces des gorilles de l'Ouest au Cameroun. On a les gorilles des plaines qui sont au sud de la Sanaga, et on a les Cross River gorillas qui sont à la frontière Cameroun-Nigeria. Et entre les deux, il y a la forêt des Baux. Donc, cette population qui est dans la forêt des Baux est tellement isolée. Si on prend la distance à vol d'oiseau, c'est à plus de 200 km d'une population à l'autre, soit les gorilles des plaines de l'Ouest ou bien les gorilles des Cross River gorillas. Donc, c'est une population qui est tellement importante. Mais, bon, j'ai dit que j'ai trouvé aussi les chimpanzés dans la forêt des Baux sont en train de casser les noix. Ça, c'est
une attitude, ou bien, oui, qui était sûrement les gorilles qui sont des Côte d'Ivoire, Libérie et Guinée. On ne savait pas que les gorilles qui sont en Afrique centrale et même en Afrique de l'Est, par exemple, ça donne. Cameroun est tellement important et ça, c'est les messages que nous tous, les journalistes, doivent éduquer la population de comment notre biodiversité est tellement important et riche. Et ce n'est pas seulement riche pour nous aujourd'hui, c'est riche pour les générations futures, mais c'est riche aussi pour le monde entier. Et donc, c'est le message que vraiment je veux porter. Donc, j'ai préparé quelques slides, pas grand-chose, mais pour donner une idée de ce qui est unique et spécial pour Cameroun sur le cas du Grand Singe. Merci. Alors, alors, docteur, je ne sais pas si vous voulez directement, parce qu'on se dit bien, c'est bien que vous alliez avec votre présentation. Et après, pour les Okay. questions qu'on aura, on va vous les poser. C'est possible que vous partagiez justement avec nous en ce moment? Oui, donc il faut me donner l'autorité de partager mon écran parce que maintenant Alors, c'est distribué. Mm. qu'aussi, j'imagine qu'aussi, peut-être en attendant alors qu'aussi peut partager permettre au docteur de partager son écran. Alors, docteur, en attendant qu'aussi, j'ai une question. Vous avez évoqué justement plusieurs points importants. Vous insistez peut-être sur l'implication des communautés locales. Qu'est-ce que ça change concrètement lorsqu'une stratégie de conservation est conçue avec elle plutôt que pour elle? Oui, ça c'est tellement une bonne question parce que travailler avec les communautés suivantes et avant, on prenait que les communautés ils ne connaissent rien. C'est les gens qui ne connaissent pas, ils ne connaissent rien et on les voyait comme une menace, plutôt comme un groupe qui peut contribuer au développement durable, au développement de notre société, même notre pays. Donc, comme on les voit souvent comme les gens qui ne connaissent rien, on vient vers eux pour imposer les choses. On ne les voit même pas comme les gens qui ont les connaissances que nous, les scientifiques aussi, on peut attirer. Mais comme je disais tantôt, qu'on a trouvé une population de gorilles dans la forêt des Vosges que le monde scientifique ne connaissait pas, mais ces villageois connaissaient que ces populations de gorilles existent là-bas. Le jour où j'ai vu les chimpanzés sont en train de casser les noix, j'ai attendu le bruit et je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, c'est les chimpanzés qui sont en train de casser les noix. Mais ça, c'est une information que le monde scientifique ne connaissait pas et c'est une information qui est tellement importante. Donc, il y a tant de choses que les populations connaissent que nous, on ne connaît pas. Et tout ce qu'on appelle aussi que ressources à protéger, parce que c'est très important pour nous et le monde entier, mais c'est important aussi pour eux. Ils sont en train de vivre avec ces animaux et ces biodiversités depuis les milliers d'années. Mais on les voit aujourd'hui comme les menaces, ce qui n'est pas bon. Donc, ils ont les moyens où, depuis des années et des années, ils sont en train de conserver et nous, on doit chercher alors comment ils sont en train de vivre avec cette biodiversité d'une manière en harmonie. Et nous, qui vient aujourd'hui, les scientifiques et l'économie, on est en train de détruire tout. Et on dit que c'est eux, non. Moi, je crois qu'on doit les approcher et on voit comment ensemble protéger ce qu'ils ont parce que pour eux, c'est leur culture, pour eux, c'est leur histoire, pour eux, c'est leur ancestral. Donc, toutes ces choses, moi, je vois que c'est tellement important de rapprocher, travailler avec eux et chercher les moyens ensemble au lieu de les imposer et de les voir comme le menace, quoi. Mm-hmm. Merci pour cette précision, docteur. Je ne sais pas si Kossi a déjà permis que vous partagiez votre écran. Oui, c'est permis, il peut le faire en tant que panéliste, il peut partager son écran. Euh, Mm. il, Okay, doctor, you can go on. Yeah, I'm trying. Just give me a few minutes and see how it goes. Post disabled participant sharing. No, it has been disabled. I wanted to enable it. Je ne peux pas partager parce que
How do you call it? C'est possible. You can make it. 1 second, please. I've done it, but I don't know Saying why it host is. disabled participant sharing screen. Okay, screen sharing. Yeah, it's not Uh, enabled. okay. Now I think this. Can you try again? Okay, I'm now host. Let's see. Yeah. All It, right. it should be possible by now. Okay. Can you see my screen? Yeah, we Yes. can see it. Thank you. Okay. So yeah, I just put together these slides quickly when Romulus reached out to me, like what we don't know. So my focus, je vais parler plutôt sur les grands singes au Cameroun. Mais avant ça, je donne quand même un coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde. Mais on va voir dans le monde qu'il y a les grands singes qu'en Asie et en Afrique. Mais on doit aussi connaître que l'homme fait parmi les grands singes. Donc, quand on parle de grands singes, c'est répandu partout dans le monde, sauf que ce qu'on appelle grands singes, comme les gens, les autres vont croire que non, nous, on est hors de ça. On a l'Afrique et l'Asie. Et en Afrique, vraiment, c'est tellement diversifié. Et donc, je vais montrer un peu des photos. On a les chimpanzés qui s'étendent de Sénégal jusqu'en Tanzanie. On a les bonobos qui se trouvent seulement dans la République démocratique du Congo. Donc, les chimpanzés et les bonobos sont deux espèces de chimpanzés qu'on a en Afrique. Mais on a, comme on va voir après, 4 sous-espèces de chimpanzés. Et pour le cas des gorilles, on a deux espèces. On a les gorilles de l'Ouest et les gorilles de l'Est. Mais dans chacun de ces groupes, on a deux sous-espèces, comme on va voir. Et si on prend le cas alors de l'Asie, on a orang-outan, donc il y a une diversité là-bas. On a les orang-outans, mais on a aussi les gibbons, que c'est pas les great apes. C'est pour cela que j'ai intitulé le slide avant apes et pas great apes. Mais pour le cas d'Afrique, je ne sais pas si les gens ont déjà vu ces répartitions dont j'ai parlé tantôt, en Afrique de l'Ouest, du Sénégal, jusqu'en Tanzanie, on trouve les chimpanzés. Donc, ils ont une grande répartition dans l'Afrique, d'un bout à l'autre. Et quand on voit l'extension le nord et le sud de l'équateur, on voit que les chimpanzés s'étendent même dans les régions secs, donc dans les savanes, parce qu'ils ont vraiment cette adaptation que les gorilles n'ont pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme my cursor, ça ne se voit pas. Mais quand on voit là, can you see my cursor? Yeah, I can see. OK? Donc, ici, c'est l'Afrique de l'Ouest où on a les chimpanzés. Ça c'est les chimpanzés de l'Ouest. Et on voit ce qui est ici, c'est les chimpanzés Nigeria-Cameroun. En bas, le vert, c'est les chimpanzés du centre. Et en bleu, de côté, c'est les chimpanzés de l'Est. OK? Ça, c'est le cas des chimpanzés. Donc, en bas, on a les bonobos qui sont les chimpanzés nains et qui se trouvent rien que dans la République démocratique du Congo. Les gorilles c'est donc là où les gorilles se trouvent, en anglais on dit sympatriques, ils vivent dans les mêmes forêts que les chimpanzés, mais leur répartition est plus réduite. Donc, ici, aux frontières Cameroun-Nigeria, on a les Cross River Gorillas. On voit les flèches là, la ligne là, qui est Broken Line. Ça, c'est les gorilles des plaines de l'Ouest. Et ici, on a les gorilles, les mountain gorillas. Et ici, c'est les gorilles de l'Est. Donc, les gorilles ont une répartition plus réduite que les chimpanzés. Mais partout où les chimpanzés se trouvent, ou bien partout où les gorilles se trouvent, on trouve aussi les chimpanzés. Et les gorilles, c'est plutôt pas tellement loin de l'équateur comme on peut voir sur la carte.
Et les pays qui ont ces grands singes, on peut les voir du Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Ça détend un peu euh, euh, Ghana et tout. On a Nigeria, Cameroun, DRC Congo, on a Guinée équatoriale. Donc, tous ces pays en Afrique centrale qui ont ces animaux et on descend vers Tanzanie, Uganda. Donc, ça, c'est les pays qui ont les grands singes. Aussi le Rwanda. Mais le Cameroun est tellement important dans les grands singes. Ça, c'est l'une des choses que peut-être les gens qui ne font pas la science ne connaissent pas. On a le cours d'eau, le fleuve Sanaga au Cameroun qui est tellement important, c'est tellement important. La carte, si c'est sur les chimpanzés, mais c'est la même chose pour les gorilles. Parce que la Sanaga, la fleuve Sanaga, c'est, en anglais, on appelle ça Biogeographical Device, c'est comme une barrière pour la transmission des gènes entre deux populations, donc entre les populations. Donc, ça forme une barrière que les chimpanzés ou les gorilles ne peuvent pas traverser. Et c'est pour cela qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a plusieurs sous-espèces de grands singes. Donc, comme on voit sur ces cartes, et comme j'avais dit la carte précédente, voilà ici les chimpanzés Nigeria-Cameroun qui s'étendent au Nigeria et au Cameroun. Et on voit au sud de la Sanaga, on voit les chimpanzés du centre. Donc, c'est tellement important, le fleuve Sanaga. C'est le même fleuve qui divise les chimpanzés, les gorilles des plaines de l'Ouest et les Cross River gorillas. Et ici, vers là où mon corse se trouve, on a une petite population de gorilles dans la forêt des Baux, que les recherches sont en train d'être amenées maintenant. On a collecté les matières génétiques parce que ces populations, ça semble comme si ça peut être une troisième sous-espèce des gorilles de l'Ouest au Cameroun. Donc, si on voit comment le Cameroun est tellement important dans tout ça, on pose la question, mais pourquoi le Cameroun peut être si important pour les chimpanzés et les gorilles? Donc, la plupart des pays ont une sous-espèce, mais le Cameroun a au moins pour le moment 4 sous-espèces des grands singes, donc y compris 2 sous-espèces des gorilles et 2 sous-espèces des chimpanzés. Pourquoi? J'ai tantôt dit qu'il y a le fleuve Sanaga, qui est tellement important, qui forme une barrière entre toutes les populations qui sont au nord et au sud de ces cours d'eau. Mais il y a aussi l'histoire. Il y a de cela les milliers d'années, on avait les périodes où il faisait tellement froid. Et comme il faisait froid, il y avait les petits îlots où les animaux ou bien la biodiversité était concentrée, où peut-être les conditions étaient un peu plus adéquates qu'ailleurs. On appelle ça les périodes pléistocènes. Et on voit au Cameroun, on a 2 grands refuges, hein, comme ici dans la forêt guinéenne et aussi dans la forêt congolaise au sud du Cameroun. Et après cette période de pléistocène, ce qui était comme les îlots, ça a commencé maintenant que les animaux sont en train de quitter de là-bas pour repeupler ou bien recoloniser les zones proches. Et on voit que peut-être c'est l'une des raisons où ces 2 endroits sont vraiment riches pour la biodiversité. On voit aussi que les forêts sont différentes dans ces zones. Donc, au sud du Cameroun, nous tous, on connaît, on a la forêt des bassins du Congo, que la plupart, c'est plat et c'est bas en altitude. Et c'est différent de ce qui se trouve au nord du Sanaga, qui est la forêt aussi, mais plus montagneuse. Donc, c'est 2 forêts qui ont des caractéristiques différentes, même les espèces des arbres dans ces forêts sont aussi différents. Donc, avec du temps, on a ce qu'on appelle l'adaptation des différentes espèces dans leur milieu qui sont séparés, ce qui montre avec du temps, il y a les traits qui montrent les différences entre les populations.
Oui, donc ces deux, forêt guinéenne et forêt congolaise, mais on voit aussi au milieu du Cameroun là, une zone écotone. Donc, une zone, quand on dit écotone, c'est là où plusieurs types d'habitats convergent. Donc, on a la forêt qui monte et on a aussi les savanes qui sont en train de descendre. Et l'une de ces habitats au Cameroun, c'est le parc national du Mbamejérem. C'est un parc qui est tellement important parce que dans ces parcs, on va trouver les différents types d'habitats et différents animaux. Et on voit, c'est dans ces forêts qu'on voit même l'adaptation écologique, adaptation naturelle pour plusieurs espèces. Et malgré que j'ai dit qu'il y a deux types de chimpanzés au Cameroun, mais ce qui se trouve dans les cotones, c'est les chimpanzés Niger-Cameroun, mais c'est différent des chimpanzés Niger-Cameroun qui se trouvent là où, qui se trouve à l'ouest. Donc, il y a la population de l'ouest qui s'étend au Nigeria. C'est un peu différent de ce qui se trouve dans la population qui est à l'ouest. Et pourquoi cette différence? Parce que leurs milieux sont tellement différents. Leurs milieux sont tellement différents. C'est pour ça que quand je faisais même mon recherche de PhD, j'ai fait les études sur les chimpanzés qui sont ici dans les cotones et les chimpanzés qui sont dans la forêt d'Ebo, qui est une forêt guinéenne. Donc, mais aussi, on a aussi donc, le barrière que j'ai dit comme la fleuve de Sanaga, mais aussi les pressions anthropiques qui sont réparties dans toutes ces zones. Donc, ça fait, avec du temps, on voit, avec longtemps, il y a les différences entre les différents groupes et c'est pour ces raisons qu'on voit que le Cameroun est tellement riche et diversifié sur les grands singes. Qu'est-ce qu'on... Je m'excuse, je ne m'exprime pas bien en français. Mais quelles sont les menaces, les véritables menaces sur les grands singes au Cameroun? Romulus disait, tantôt on a la perte d'habitat, mais pas seulement la perte d'habitat, on a aussi la fragmentation d'habitat parce qu'aujourd'hui, les routes et les villes ont fait que donc, les espèces qui se trouvent d'un côté, de l'autre sur des routes ou bien les habitats, ne peut pas s'échanger encore génétiquement. On a le poaching, qui est le braconnage et la commerce de la viande de brousse. Oui, on a pet trade, mais on a surtout disease et aussi climate change. Dans tout ça, on peut voir que tous ces problèmes, c'est à cause de l'homme. Donc, l'homme est au centre du problème. Et c'est souvent pourquoi je dis si l'homme peut être au centre de tous ces problèmes, l'homme peut être aussi au centre de toutes les solutions aussi. Et moi, je vois, c'est pour cela qu'on est là. Je vois que les journalistes ont un grand rôle à jouer pour éduquer la population parce que la plupart du temps, c'est la manque d'informations qu'on a. Et si on peut avoir ces voies pour qu'on peut atteindre la population, ça va être vraiment une bonne chose pour nous. Et à cause des menaces, tous les grands singes sont en danger critique parce que l'IUCN a ses catégorisations pour pouvoir classifier les animaux en catégorie, soit leur catégorie de menaces. Et tous les grands singes sont en danger ou bien en danger critique. Quand on dit danger critique, c'est le plus haute menace. Donc, tous ces grands singes, leur population est vraiment menacée de disparition. Donc, les chimpanzés de Cross River, par exemple, qui se trouvent au Cameroun, sont critically endangered. Les chimpanzés des plaines de l'Ouest qui sont au Cameroun aussi sont critically endangered. Et les deux espèces I'm sorry, I'm talking of chimpanzee. Donc, les gorilles, les deux sous-espèces de gorilles qui se trouvent au Cameroun sont critically endangered et les deux sous-espèces de chimpanzés qui sont au Cameroun sont endangered. Donc, quand on voit aussi la loi du Cameroun, toutes ces espèces sont classées en classe A, qui sont intégralement protégées par la loi. Et on sait que l'État est en train de faire beaucoup de choses pour les protéger. Il y a les aires protégées. On vient même de réviser la loi du faune,
Et on a donné quand même un peu du pouvoir maintenant aux communautés riveraines et on doit travailler avec les communautés. On a les aires protégées, mais comme j'ai dit avant, qu'il y a beaucoup de populations hors des zones, hors des aires protégées qui habitent aussi ces populations. Je sais qu'il y a tellement de sanctuaires. Moi, je suis à Limbe actuellement. Il y a le Limbe Wildlife Center là où on a les gorilles et les chimpanzés, on a les Ape Action Africa, on a Sanagayong. Donc, on a toutes ces structures qui nous aident à protéger les animaux qu'on a retirés du pet trade, donc pour les donner aussi une vie et peut-être avec du temps, on les introduit dans la nature. Mais on ne peut pas faire tout ça sans travailler avec les communautés endogènes et les communautés locales. Et toutes ces choses, l'État ne peut pas faire seul. On sait qu'il y a les ONG et les sociétés civiles qui doivent travailler avec l'État. Il y a les institutions aussi qui font les recherches, les universités et tout. Et en tout ça, moi, je vois si ces informations, if we manage all this information together, because it's really important, les journalistes peuvent vraiment influencer avec leur reporting. L'État a changé les politiques, mais pas seulement l'État, mais les États, parce que la communauté internationale a un grand rôle à jouer, à protéger tout ce qu'on a comme biodiversité. J'ai fait seulement un petit vidéo ici parce qu'on doit voir que ces animaux qu'on est en train de protéger sont tellement importants. Ça, c'est les chimpanzés dans le parc national de Mbamejérem qui sont en train de chercher les termites avec les outils. Avant, on croyait que c'est seulement hommes qui pouvaient utiliser les outils, mais on voit que les chimpanzés, non seulement qui utilisent les outils, mais ils ont souvent un kit des outils. Donc, un outil a un but précis qui d'un à d'autres, donc un tout cette fois qui utilise, c'est les animaux qui sont hyper intelligents. Et comme je disais avant, quand j'ai trouvé les chimpanzés dans la forêt des Beaux en train de casser les noix, ça, c'est quelque chose qu'on croyait que c'était seulement dans les chimpanzés de l'Ouest. Mais avec nos recherches, on trouve que les chimpanzés qui sont dans la forêt des bois, ils cassent les noix et c'est tellement important. Mais ils ne cassent pas seulement les noix, ils cherchent aussi les termites. Et c'est les seuls chimpanzés dans le monde qui cherchent les termites et cassent les noix. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment les Camerounais doivent savoir qu'on a les chimpanzés qui sont si intelligents. Donc, je veux seulement vous montrer ça. Donc, les chimpanzés qui cassent les noix, c'est ici, en Afrique de l'Ouest. Ça, c'était avant 2005. Mais en 2005, on a trouvé que les chimpanzés ici cassent aussi les noix. Et pas seulement qu'ils cassent les noix, mais ils cherchent aussi les termites. Donc, c'est ces chimpanzés ici au Cameroun et dans le monde qui cassent les noix et ils cherchent les termites. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tellement important que nous tous, on doit savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore? C'est que donc, les gorilles qui se trouvent dans la forêt des Beaux, et vous voyez ici en marron, ici, ça peut être une troisième sous-espèce des gorilles de l'Ouest, donc une troisième sous-espèce des gorilles au Cameroun aussi, ce qui est tellement important pour nous. Ça, c'est les choses qu'on doit faire que tout le monde sache. Mais au niveau politique, en 2024, il y a eu le Gorilla Agreement à Paris. Et il y a 10 États là où les gorilles se trouvent qui ont reconnu, oui, l'importance de la conservation des gorilles. Mais sauf que notre pays, le Cameroun, n'a pas ratifié jusqu'à aujourd'hui ces conventions des gorilles. Donc, peut-être c'est une des choses que les gens ne connaissent pas, mais le Cameroun n'a pas jusqu'à aujourd'hui ratifié. Mais ça ne va pas dire que le Cameroun ne protège pas les gorilles. Ça protège les gorilles, mais peut-être il y a des pas à faire aussi. Et pour vous informer aussi que je suis le secrétaire général des sociétés africaines de primatologie. Et cette année 2026, en septembre,
il y aura le quatrième congrès de la Société africaine de primatologie à Yaoundé. Donc, le premier congrès était en Côte d'Ivoire, deuxième en Uganda, et la troisième, il y a de cela 2 ans, c'était en Afrique du Sud. Donc, le quatrième congrès sera à Yaoundé en septembre. Donc, yeah, I don't know if you have any questions. I just hurriedly put this together, Romulus. So, thank you. Thank you very much, Doctor. Thank you very much for your presentation. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Je ne sais pas quelle est l'approche que vous souhaitez qu'on prenne, mais je me dis bien que on peut prendre peut-être une courte série de questions, peut-être 3 questions à vous, et on passe la parole à Amy pour parler un peu de leurs solutions, parce que Gorilla Doctor, c'est justement des initiatives pour faire changer la donne également. Donc, peut-être moi, ma question au docteur d'abord, justement, les grands singes, vous avez évoqué, ont d'énormes difficultés aujourd'hui en Afrique centrale. Et parmi ces menaces multiples pour nous journalistes, selon vous, laquelle est la plus sous-estimée dans le discours public et médiatique et pourquoi, selon vous? Ça, c'est une importante question. La plupart du temps, quand on parle de menaces, c'est comme je disais, on regarde surtout la chasse et le braconnage. Ça, c'est les choses qu'on parle souvent. Et avec ça, comme je disais, on cible surtout les pauvres gens qui sont dans les campagnes autour de ces populations et on les voit comme le véritable problème. Aujourd'hui, le véritable problème, il y a perte d'habitat. Et quand on voit les images satellitaires, on voit qu'il y a les espaces qui sont en train de disparaître. Et avec ça, c'est la biodiversité qui disparaît. Et pourquoi on a perte d'habitat? Parce que oui, on parle du développement, il faut l'agriculture. Les plantations, on les voit partout. Il y a les constructions des dams, les constructions des routes et tous ces grands projets, les projets miniers et tout, font qu'on a vraiment les menaces. Et avec ces expansions dans la nature, on apporte aussi les maladies. Parce que il y a des populations des grands singes ou bien de la biodiversité qui n'ont jamais eu contact avec hommes. Et donc, ils n'ont même pas développé certaines résistances que les populations qui sont plus proches ont. Donc, avec l'exposition à l'homme par soit comment on dit, login, hein? Login ou bien minier. Donc, ces populations, dès qu'ils ont en contact avec certaines maladies, on voit que vraiment, il y a beaucoup de populations qui meurent. Heureusement, au Cameroun, on n'a pas eu, par exemple, le cas d'Ebola qui a disséminé beaucoup de populations dans les autres pays de l'Afrique centrale. Mais ça, c'est vraiment les menaces potentielles qu'on doit voir, on doit sensibiliser les gens. On a eu les cas d'anthrax et tout. Moi, je sais que Amy va parler de ça parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais pour les menaces, ce n'est pas seulement le braconnage, mais il y a la perte d'habitat et les maladies. Et on voit aussi, surtout, que les populations qui sont riveraines subissent beaucoup la pression. Parce qu'il y a de cela un an, on a eu, je ne sais pas si vous avez ces informations, les chimpanzés qui ont attaqué les gens à 2 reprises en Dôme dans la région du littoral. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vu parce que ces chimpanzés leur habitat est réduit, tellement réduit, et maintenant, ils se défendent. Mais si on avait cette sensibilisation des gens et aussi protéger l'habitat de nos gorilles, chimpanzés et tout, mais la biodiversité en général, on n'aura pas vraiment les menaces comme ça que les chimpanzés attaquent même aux hommes. Donc, je vois que les menaces sont réelles et l'homme, comme j'ai dit avant, c'est au centre de
de chercher aussi les solutions. Alors, justement, je vais continuer avant qu'on donne la parole à Amy. Adrienne Ngono dans le chat qui demande, ces derniers temps, certains chercheurs ont laissé croire que les primates étaient des vecteurs de zoonose. Alors, cette richesse en grands singes n'est-elle pas une augmentation de risque pour les populations, selon vous, docteur Ekoge? Donc, c'est peu difficile de parler en français, mais je vais toujours essayer. Quand on parle, et j'ai peut-être Amy, qui, je sais qu'elle fait, quand on dit doctors, donc elle est dans le health et donc santé animale et santé homme. Peut-être elle peut donner plus d'éclaircissements sur ça. Donc, il y a les réservoirs des maladies euh, dans la nature. Et la plupart, comme j'ai dit, ces réservoirs sont dans la nature et ça évolue. Et si l'homme n'a pas d'accès dans ces réservoirs, euh, on ne peut pas subir les choses qu'on subit aujourd'hui. Je vois par exemple que la plupart des réservoirs, on parle par exemple des souris, des sauves-souris et toutes ces choses-là sont dans la nature. Et comme l'homme, I don't even know how to explain it. So, can I speak in English? Est-ce qu'elle va comprendre? Yeah, go ahead, doctor. Okay, so what I'm just trying to say is we live in a world where everything seems to have its place, from viruses and all, and we have, reservoirs, in nature, in bats, in even antelopes, all of this, we have these reservoirs that, are out there in nature. And because, there are these pools, with lack of exposure, there is no problem, for the animals because they are resistant. But in most cases, when humans get, access into these places, we may not be as resistant as, like the animals. You get like a bat, like people eat bats, which, carry some of these viruses, and illnesses that we have not been exposed to. And so, yes, we've had, in case of primates, I know, for example, of drills that carry SIV, the simian disease, which is like the HIV, in humans. And the fact that we are closely related to all of these animals, exposes us to so many things. So the most important thing is like this sort of existence where we know the animals are there and we are there, and we should not like be exposing ourselves to unnecessary risk. Okay. But like I said, maybe Amy will throw more light to that because, this is not my domain, actually. Of course. Ok, justement, c'est l'occasion de donner la parole à Amy, parce que justement, je précise à l'intention des journalistes qui sont avec nous et aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo, parce qu'elle est enregistrée et on mettra également en ligne pour que les autres puissent, qu'on pourra remonter les questions éventuelles supplémentaires, même après le webinaire. Mais à présent, justement, il y a des questions dans le chat, mais on va donner la parole à Amy pour qu'après, justement, la fin soit une phase de questions-réponses, que ce soit plus interactif. Alors, Amy, you're working, as we said, with Gorilla Doctors, and you are, I think, head of communication. I may give wrong information. You can correct me. So maybe you want to know what you're doing. I know you're working in the RC. You're leading several actions, and maybe if there were not a challenge on field, Dr. Cedric shall be with us. So I think you have many challenges ahead of time, and you have experiences to share with us on how you walk, the challenges you face. Let us listen to you. We are listening to you. What do you have to? If you have journalists in front of you, what can you give us like information that can help them to produce stories on this issue? Because people don't seem to really understand, as Doctor was saying, the main challenges
on how to cope with it or what to share, like information. So, et docteur, je le disais également, ce serait important que nous, on ait des données, des ressources pour davantage nous appuyer dessus. Alors, Amy, you have the floor. Merci, Romulus. Mon français est terrible. So, You can go in English. merci, je parle anglais, s'il vous plaît. I have a few slides. Where are we on time? Because we can just talk, or I could go through some slides. Yeah, go through your It's slides. whatever. Yeah, okay. And very quickly, though, I'll just follow up Dr. Abe's response to the question about zoonoses and the risk of disease transmission was perfect. The only thing I'll add is that risk of transmission and sensitivity or lack of immunity to certain diseases goes both ways, right? So great apes and humans have such close genetic similarity that great apes are also susceptible to human diseases that they may not have a built-in immunity for. In fact, our research has shown, at least with eastern gorillas, that human respiratory viruses have entered the gorilla population. We found human metapneumovirus in gorillas, and that respiratory illness is one of the leading causes of death in eastern gorillas. So it does go both ways, and I think Dr. Abe's point about the increasing overlap, right? When you're building roads through forests and entering into areas where humans may not have historically overlapped much with wildlife, that interface, you start to see a greater risk for the spillover of disease from all sorts of animals in nature, like he mentioned, bats, rodents, mosquitoes. Climate change that he mentioned is also affecting that, right? We're seeing mosquitoes at higher elevations than we have historically. So with that comes the potential for diseases entering areas they had not been historically as well. So we can talk more about that. I think I'll touch a little bit on it with my slides. But can you please also make sharing possible for me? Qu'aussi, Amy aimerait partager son écran. Je ne sais pas si c'est possible. Amy, try to do it. Is it possible? I think it's possible. Try. It's saying send request. Should I do that? Should I try it again? Okay. There. Now we're good now. Okay, it just worked. Okay, Thank you. great. Thank you. Go on. Thank you. Okay. You're welcome. Let me see. Can you all see my screen? Yes, I can see your screen. I Okay, think all thank the you. journalists can see as well. Okay, good. Thank you. And again, I apologize that you have me and not Dr. Cedric today. It is the nature of our work. Our patients are wild. We work only in the forest. We never remove gorillas from their home environment. And we had a silverback that started presenting clinical signs of illness with lethargy and not eating and not being active. He has a history of kidney disease, and so we take that very seriously. So Dr. Cedric went out into the forest early this morning, and so I apologize that you are stuck with me. So Gorilla Doctors began in 1986. Our mission is to conserve wild eastern gorillas through veterinary medicine, science, and a One Health approach. I'll touch on each one of those three key pillars briefly in the slides. It is eastern gorillas. I'll get to that. So mountain gorillas and eastern lowland or growers gorillas in Rwanda, Uganda, and DR Congo. And again, only in the wild. And we never remove them from their forest environment. We began at the request of Dian Fossey. When she was doing her work in Rwanda, she was seeing that the gorillas she was studying were dying unnecessarily from infected wounds, snares, and disease. And she thought and believed a veterinarian on site could make all the difference for their long-term survival.
And so the first veterinarian, an American, arrived in 1986, just weeks after Diane was killed. 40 years later, we're an international organization made largely of Rwandan, Ugandan, and Congolese veterinarians and scientists and administrative support staff. We have a very small team in the US that works on fundraising and communications for our largely US-based donors. So Dr. Abe went through the distribution and status very thoroughly. So I will touch largely just on the eastern subspecies that we work on, the mountain gorilla and the eastern lowland gorilla. Mountain gorillas are a unique case. They are currently the only great ape in the wild whose numbers are increasing. Their status is endangered, but they were recently downlisted in the last 5 or so years from critically endangered because they are increasing. It's an extraordinary sort of conservation success story. As a communicator and to journalists, I will say that oftentimes positive stories in the conservation world are a nice breath of fresh air for audiences. I think we can experience fatigue around the doom and gloom stories. Not to minimize the challenges we face, but every once in a while, a positive that it works, conservation works, is great to hear about. But mountain gorillas, again, they're unique in that over 60% of the population, there's around just over 1,000 remaining on the planet in 2 distinct geographic locations, Rwanda, Uganda, and DR Congo. There's the Virunga Massif population of mountain gorillas that's in Rwanda and primarily Rwanda and DR Congo. Virunga National Park. Actually, I have another slide. I'll come back to that. So the fact that there are that many that are habituated to humans, which means they don't run away in the presence of people, is what allows gorilla doctors to do our work. It means we can get close enough to first assess their health visually, and then if their illness or injury is life-threatening, we can intervene with medical care. And I'll talk about that in another slide as well. And then the eastern lowland gorilla is critically endangered and declining. We've seen a 70 to 80% decline in their numbers over the last 25 years. The large majority of the remaining 6,800 estimated numbers live outside of protected areas, only in eastern DR Congo. So a small subset are protected in Kahuzi-Biega National Park, and also in the Mount Shia-Barimu sector of Virunga National Park. Yes, okay, that's all I need to say there. All right, so here's where we work in 5 national parks across this region of East Central Africa. Kahuzi-Biega is Grauer's gorillas or eastern lowland gorillas. We only have about 40 or so habituated Grauer's gorillas that we are able to provide regular health monitoring for. Although that has been disrupted over the last year with the sort of civil conflict that's been going on in Eastern DRC, we have not been able to safely enter Kahuzi-Biega for several months now to monitor the gorillas. We also work in Volcanoes National Park in Rwanda and Virunga National Park. That area constitutes the Virunga Massif range, including that small bit in Uganda in the Mahinga Gorilla National Park as well. And then the separate population is in Uganda, the Bwindi Impenetrable National Park, and then that small Saramwe Reserve in DR Congo is the second population of mountain gorillas. And then you'll see up at the very top, that small bit in purple, that's the Mount Shia-Barimu region of Virunga National Park, where there are currently only 12 Grauer's gorillas. And there's 12 because in October of 2024, in partnership with the park,
Gorilla Doctors and the Grace Sanctuary in DR Congo, they would be another great partner for a future webinar like this, Romulus. The Grace Sanctuary, they're the only sanctuary in the world for orphaned Growers gorillas. And we successfully reintroduced 4 adult females to that region of Virunga National Park in October 24. My last slide has a link to the story about that. So how we work is we go into the forest, like I said, we conduct routine visual health assessments. We keep a distance, we always wear masks, but we're looking for clinical signs of illness or injury. Respiratory illness is rather similar to ours, right? They're lethargic. They don't want to get out of their night nest. Their noses run, they cough, they sneeze, they don't want to eat as much. And so we can begin visual monitoring in that way, assess their condition. If it declines and becomes life-threatening, that's typically when we intervene. So we have 2 sort of parameters. 1, is it life-threatening? And 2, was it human-induced? If it's a natural cause, we take it on a case-by-case basis, and we really defer to our park partners and the park authorities for whether or not we should intervene when it's a quote-unquote natural cause. But when it is life-threatening, whether it's illness or injury, and I'll give you 2 quick examples of that, we intervene in 2 different ways. We can do more hands-off by providing medicine through DART, a remote injection. If it's really serious and life-threatening and we need a more hands-on approach, we can anesthetize the individual gorilla and provide more hands-on care. Again, always in the forest, always working while surrounded by that individual gorilla's family or group. We tend to conduct, this is just some numbers from the last 5 years. That snare rescue number is a little bit higher. This is where you see collaboration with the park partners being essential to our work. And part of also the success for mountain gorilla conservation, they don't move very much every day. They're tracked daily. And so there are eyes on them almost all of the time. So for example, if a young gorilla gets caught in a snare, we know almost immediately, and the park rangers contact us and we can race into the forest to rescue it from the snare. So we've seen a significant decline in death from snares. You still see injuries, but we don't also see those injuries very often getting infected because we're monitoring them closely. We can administer antibiotics, things like that. Dr. Abe also touched on all of these, so I won't go into them in too much detail, except for disease and trauma, which are the 2 leading causes of mortality in eastern gorillas. Trauma, what it sounds like, so snares, individual gorillas getting in fights. You get a lot of intergroup fighting between silverbacks. You can see this silverback has a very nasty wound on his forehead. That's a natural, part of their social behavior. So unless it becomes infected and or again life-threatening, we do not intervene when they are wounded. We keep a very close eye, but it is rather extraordinary, their ability to heal from severe wounds. And so we just kind of keep a watch and wait in the case of injuries, unless of course it's a snare, right? We immediately intervene and remove the snare. Again, respiratory illness is one of the leading causes of death. You can see this is a silverback we just treated a couple weeks ago via DART for respiratory illness. He's got a runny nose. He wasn't leaving his night nest. He wasn't eating. You can tell I don't know. I mean, I might be anthropomorphizing, but he just looks like he doesn't feel very good. And so we were able to provide treatment via DART. As far as sort of our vision, it's sort of big in scope and scale. This is where the One Health approach comes in. Dr. Abe talked about that, right? The health of wildlife, people, and the environment that we share is all interconnected. So the health of one
impacts the health of all. I'm seeing more and more stories about the One Health approach in science media, and I think that is a really great thing. I think people also understand it better than ever before after COVID, because it affected everyone so personally. So we understand that interconnection now in a very intimate way. How we're kind of thinking about the future and moving into the future is in Rwanda, we've opened a sort of a world-class molecular diagnostics lab. We collect samples from our gorilla patients when they're sick, and we can take them back to our lab and within 24 hours diagnose the cause of an illness, which can allow us to refine our treatment and or also collect long-term data about the way those pathogens behave in the population, which is very useful for long-term population health trends. So really that, sort of bringing together even more quickly and rapidly that field and laboratory diagnostics, bringing it back to the field. We just finished construction on a new facility at the headquarters of Virunga National Park in Rumangabo. Again, it will have a smaller lab to facilitate rapid diagnostics. We have quite a bit of research in emerging infectious disease surveillance. The question around zoonoses. We're looking at, threats, pathogens that we know about in the environment. We're also doing surveillance for pathogens that might be new or emerging in the environment. Gorillas live in biodiversity hotspots, and they are a great sentinel for the emergence of disease. And again, with the genetic similarities, what we see in gorillas we can learn a lot around protecting human health as well. And capacity strengthening is a very core part of the work we do. We have a robust internship program for veterinarians and early career professionals from the countries where we work in Rwanda, Uganda, and DR Congo only. We provide support for all of our staff who want to obtain advanced degrees. So the majority of our veterinary staff also have master's degrees. And then just this year, we launched a brand new PhD program. So 3 of our veterinarians have just begun, or is it 4? It might be 4, beginning their PhDs. It's a joint program with the University of California, Berkeley, and Makerere in Kampala. And so we have our veterinarians now also bringing their expertise to the world of science in research questions around microbiome, gorilla microbiomes, and all sorts of really sort of fascinating areas of health-related research that could potentially also have implications for human health over the long term. And then here's, if you want to screenshot this, and of course, Romulus, you can share my information after, but this is just some additional information and resources for gorilla doctors. Thank you so much. Oh, thank you so much for your presentation, Amy. Thanks a lot for Dr. as well. Peut-être résumé rapide, Gorilla Doctors opère avec les parcs nationaux justement et permet la protection de manière efficace des individus. Leur vision, c'est un peu le travail de terrain, les examens, surtout les diagnostics. Ils essaient de surveiller les maladies qui peuvent survenir, les zoonoses, et justement on renforce les capacités également de leurs vétérinaires et aussi permettre aux journalistes comme nous aujourd'hui d'avoir les informations. Et Émile a également dit, pour toutes les informations éventuelles dont on aurait besoin, ce serait bien justement qu'on se rapproche d'eux. I was just doing a little, let's say, a summary of what you said. I cannot go through all what you said, but again, I give the major points, your vision, and that you started since 1986. So my question is, we know most often when we go in national park is
is like tourism. People come to visit, and there is a possible of getting in contact with apes, great apes. So, how can we manage both tourism and the sanitary protection of the gorillas and the great apes? So, what is the best way to cope with this, Amy? Such an excellent question. Thank you. It is. It's an ongoing tension, isn't it? I think tourism is one of the reasons we've seen the success in the conservation of mountain gorillas, that global interest and desire to see them and spend time with them. We saw an extraordinary response from the governments during COVID, where they shut down tourism for a temporary amount of time. And then when they restarted it, they implemented best practices from the IUCN. So they increased the distance between humans and gorillas from 7 meters to 10 meters. Of course, the gorillas do not always respect that, but the guides and the rangers do a very good job of helping the tourists maintain that distance as often as they can. Masks in the presence of gorillas are now mandatory. That was not the case before COVID, and that can significantly decrease the risk of disease transmission, of illness to gorillas, and vice versa as well, right? It works both ways, but largely protecting the gorillas from human diseases they may not have immunity to. The irony with habituation, with gorillas, is that yes, it puts them closer to humans, and humans from all over the world, right? So the ones coming who are tourists, the people living in the communities around the parks, park staff, researchers, thousands of people annually. But the paradox is that what we've seen in research is the portion of the population that is habituated to humans has a positive annual growth rate of around 4.1%. When you look at the annual growth rate for the unhabituated population, so they aren't studied, we cannot provide veterinary care, they run from humans when they see them, has a negative annual growth rate of 0.7. So they decline slightly. So the habituated population that is seemingly at much greater risk has a positive annual growth rate. So there's costs and benefits for sure, Romulus. Thank you very much, Amy. So maybe, alors je précise à l'intention des autres journalistes que c'est possible justement de laisser vos questions dans le chat, que cette réunion est enregistrée. I'm just saying that they can let their questions in the chat, and this meeting is being recorded. So maybe for those who can understand certain things, they can get close slowly, because most of our colleagues are speaking French. So I want to ask another question. In your view of in your view, which aspect of field veterinarians work is the most misunderstood or underestimated by the general public and policymakers? The aspect of your work that is not well understood or misunderstood by the public and the policymakers. Was that for me or Dr. Abe, Romulus? Or both? For you, I think maybe for you precisely. Okay. Yeah, that's a very good question. I think that's the least understood. Like the aspect of your field, veterinarian work, that is most misunderstood or underestimated by the general public and policymakers. Yeah. So I would say one of the most misunderstood is that we stay in the forest to provide treatment. I think most people assume we remove them and bring them to a clinic, right? That at least in the US, that is sort of the
awareness around veterinary care, right, as a clinic. So in terms of public perception, I think that's one thing that is always a fascinating story, or is how do you perform veterinary care out in the forest, especially when you're surrounded by these other gorillas who want to protect their their family member. I think you already touched on it with your first question, Romulus, around that tension between tourism and habituation and visiting gorillas and the risk of disease transmission. I think there can be that first question around zoonoses and spillover, that is such a complex topic with a lot of nuance that I think it can get easily taken out of context what some of those risks are. And so from my perspective as a communications person and working with journalists, my recommendation is to try to focus on a very small part of that big picture and be very sort of clear and in small in understanding that one piece, right? Because we lose people too in the complexity and for better or for worse, right? I think you guys have probably experienced it more, sort of this decay in trust of science and then science stories. And so it gets harder and harder to get people to pay attention. And I think that can sometimes hold true with policymakers because it's so complex and nuance can get lost. That they're helping policymakers understand the priorities and what's most urgent. And I'd kind of like to defer to Dr. Abe on that around policy. We're not sort of policy advocates. We work with our government partners to provide evidence-based information for policymaking decisions and conservation management decisions, but we don't actively advocate or lobby for policy decisions. The IUCN is a great resource for best practices, right? And the recommendations for action. Okay, thank you very much, Amy. Alors, je vais maintenant... Je peux ajouter? Oui, allez-y, docteur, bien sûr. Je voulais en fait parcourir Oui, les questions du chat. Allez-y avant que je... oui, sur le oui, chat. ça c'est une question tellement importante, c'est qu'on trouve souvent plus difficile. La conservation, surtout, c'est un sujet que la plupart des gens croient que c'est contre les humains ou bien c'est contre le développement. Et la plupart du temps, quand tu parles de la conservation, ça, c'est les gens qui empêchent aux gens de se développer. Et je vois, il y a une différence, beaucoup de différences entre l'Afrique de l'Est, là où Amy se trouve, surtout Rwanda et l'Ouganda, qui ont fait quand même les avances par rapport au tourisme. Parce que je me rappelle en 2011, j'étais à Bwindi National, Impenetrable National Park, et j'ai payé $500 pour voir les gorilles pendant 1 heure du temps. Et ça, peut-être, c'est l'une des choses qu'elle peut même parler, je ne sais pas, comment on partage les bénéfices de la conservation, de l'écotourisme avec les populations. Parce que même les populations riveraines ont un pourcentage de ces bénéfices. L'État a, le tourisme, c'est pas seulement c'est que les gens, les $500 que j'ai payés, mais il y a les hôtels, les billets d'avion et tout. Donc, ça donne beaucoup d'argent à l'économie. Mais pour beaucoup de pays, et surtout en Afrique centrale, on n'a pas valorisé ces potentiels. Donc, quand on parle de la conservation, c'est comme si, c'est seulement pour empêcher aux gens de ne pas utiliser ces ressources, de ne pas utiliser. Donc, ils voient ça comme quelque chose qui est contre eux.
Donc, on a ces potentialités qu'on n'a pas développées. Et nous, suivant les scientifiques, les conservationnistes, quand on descend sur le terrain, parler avec les gens, surtout, il y a les gens qui sont tellement éduqués, mais ils ne sont pas éclairés dans plusieurs métiers. On prend par exemple quelqu'un qui est un comptable, hein? Mais c'est comme s'il ne connaît rien pour la conservation de la biodiversité. Donc, quand tu le trouves dans son village natal et tu parles de la conservation, ah, voilà, c'est vous les gens qui empêchent aux gens de se développer. On a même eu au CAR en 2020, quand on parlait du Gorilla Agreement, que le Cameroun doit ratifier le Gorilla Agreement, il y avait les gens, même au Parlement, nos députés, qui étaient contre que le Cameroun convention des gorilles. Parce que les gorilles ne sont pas plus importants que les hommes. Donc, et nous, on ne parle pas que les gorilles sont plus importants que les hommes. On sait que, comme on dit, de ces One Health Approach, ensemble, on peut se développer avec toutes nos recherches autour de nous. Et on ne faut pas perdre. Donc, toutes ces choses ont importance par rapport à l'homme. Et l'homme est au centre de tout. OK? Donc, la conservation, ce n'est pas contre les hommes, c'est pour les hommes. Alors, peut-être Amy, you can take the floor rapidly, as the doctor said. How do we manage the money we get from conservation for people not to think we don't want them to evolve, like to go forward, like it's an opportunity, and you want to, I don't know, how do you manage the income, financial income of benefit this? Sharing? Yeah, the sharing, yeah. I'm not sure I entirely understand the question. What I was pointing out how conservation is, like ill perceived. Many people misunderstand conservation. Like conservation is, actually restricting people, to do things. But I said in East Africa, especially with gorillas, we have this gorilla tourism, which is actually bringing a lot of benefits. And in 2011, I was in Windy Impenetrable National Park, and I paid $500. And, this fee that people pay is helping the economy, not only the national economy, but there's some benefits that are shared with the local people as well. And so I said, maybe you could throw more light on the benefit sharing mechanism. Oh, okay. Thank you. Thank you for that, Dr. Abe. Yes, you're right. And I think, so in East Africa, in Rwanda, they give 10% of gorilla tourism revenue back to their local communities. A single permit in Rwanda to see gorillas is $1,500 US. In Bwindi, it's now, I believe, $750 US per person. And I think, to your point, Dr. Abe, it isn't just the gorillas, right? But the local economy benefits through the hotels, employees of hotels, the tour companies, the markets that sell, souvenirs. And so there is a ripple effect of benefit. So I do think that there is, most immediately around the park, people see the benefit, but I think there is still some tension and perception, understandably, about being kept out of parks. In areas where historically people had access, right? The poaching we see in East Central Africa is rarely targeting gorillas, right? It tends to be snares set for people who are wanting small game, small antelope to either feed their families or sell at the local market. And gorillas just happen to get caught in them. So I think there's still some frustrations around sort of illegal park use, and having to always sort of navigate that tension with the park authorities and the local communities. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
I will go through the questions we have in the chat. I think we have some 10 minutes more before the end of our webinar. Je ne sais pas si Koussi est d'accord qu'on arrête dans 10 minutes. Alors, another question posée par Adrien Ngonor. Que proposez-vous pour une relation harmonieuse entre les grands singes et les communautés au vu de la multiplication des attaques des individus par ces animaux? Je crois que la question est adressée au docteur Ekwogi Abe, mais ouais, peut-être après, Amy pourra ajouter quelque chose. Docteur, allez-y. Merci beaucoup, M. Ngono. Je veux essayer de parler avec un exemple, notre approche dans la forêt des Bois où on travaille depuis 2004. Donc, quand on est venu dans la zone, on venait comme les chercheurs qui ne connaissaient rien comment on peut travailler avec les gens. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé le travail, on a vu que les gens ont les connaissances, donc ils sont vraiment l'une des plus importantes parties prenantes, quoi. Donc, on a commencé immédiatement à engager les gens dans notre travail. Et aujourd'hui, on a, pour le cas des petites populations de gorilles dans la forêt des Bois, on a ce qu'on appelle le club des amis des gorilles. Donc, c'est une initiative qu'on a commencé en 2012 où les gens voient l'importance. Donc, ils acceptent qu'il y a les gorilles, une population de gorilles peut être importante, unique, parce que ça peut même être une troisième espèce de gorilles au Cameroun. Leur habitat est tellement clé, ces populations doivent survivre. Donc, quand les gens voient l'importance de ça et ils acceptent l'importance de ça, ils font un engagement à protéger ces gorilles. Donc, comment on les engage alors pour la protection de ces gorilles? On a 3 activités. On a la surveillance de ces gorilles. On fait, en anglais, on appelle ça monitoring. Donc, chaque mois, avec les membres de cette équipe et ses volontaires, OK? Les clubs des amis des gorilles dans 3 villages, on a plus de 200 membres. Donc, chaque mois, 2 de ces membres avec un de nos ouvriers descendent sur le terrain pour voir les indices des gorilles partout dans les habitats des gorilles en suivant les lignes. On a aussi les caméras pièges pour voir ces gorilles. Mais aussi, on regarde aussi les menaces. Comme Amy disait, quand on voit les pièges ou bien les choses qui peuvent menacer les gorilles, nous, on n'est pas l'État pour enlever les pièges, mais si on voit les pièges et les indices de chasse, là, on fait appel au ministère compétent, c'est-à-dire le ministère des Forêts et de la Faune. Des agents descendent et ils enlèvent les pièges, ils font la sensibilité dans la population. Donc, avec cette approche, ça, c'est l'une des activités de monitoring, mais on travaille aussi pour essayer de réduire leur entrée en forêt. Donc, les choses qui entrent en forêt pour chercher, on essaie d'améliorer leur niveau de vie en donnant les activités hors que la chasse, en encourageant les activités hors que la chasse. Et il y a aussi la sensibilisation. Et avec ces activités-là, la dernière fois qu'on a eu du cas qu'on a tué un gorille dans la forêt des Bois, c'était en 2008. Donc, les gorilles ne sont plus ciblés et comme Amy disait, on peut cibler les petits antilopes ou bien les porcs épics et tout. Ils ne ciblent pas. Donc, avec ça, ils font, chaque fois qu'ils descendent sur le terrain, ils voient, là, ils prennent les coordonnées GPS, là, ils voient les indices des gorilles. Et avec ça, maintenant, ils ont dit, donc, voilà la zone des gorilles. Et c'est une zone où les hommes ne doivent pas entrer. Donc, comme ils voient que les champs doivent se limiter à un certain niveau pour avoir ces conflits hommes-faune. Donc, ça, c'est l'une des choses qu'on fait, qui est un exemple pratique. Donc, j'ai dit qu'il y a de cela un an, en Dôme vers le littoral, on a eu le cas où les chimpanzés ont attaqué les gens. Et l'État voulait descendre sur le terrain pour abattre certains chimpanzés. Donc, on a dit non, il faut qu'on fasse les études pour voir. Donc, on a fait les études avec la cartographie, on a
interviewer les gens. Donc, on voit que vraiment là où ces chimpanzés se trouvent est tellement limité parce que les gens sont en train d'agrandir leurs champs, surtout avec la hausse des prix du cacao. Donc, tu vois, il y a tellement de pression sur leur habitat. Donc, ça, c'est toutes les choses que si on connaît vraiment là où les animaux se trouvent, on peut conseiller aux gens. Pas seulement les chimpanzés, ça peut être les gorilles aussi, ça peut être les éléphants et tout. Et ça, c'est les choses que si on a les informations, ça peut jouer sur la politique de la conservation. On peut vraiment conseiller. Donc, on donne les décisions vont baser sur les informations clés qu'on a sur le terrain. OK? Donc, si on a ces informations, et ces informations, ce n'est pas seulement nous, mais on peut travailler avec les villageois pour vraiment valoriser ce qu'ils ont comme les informations. Et avec les techniques, on produit les cartes et tout pour que si on dit, donc, on propose, par exemple, dans le cas des clubs des amis des gorilles, que voilà la limite, les activités humaines par rapport au signe des gorilles, vraiment, ça doit être basé aux choses actuelles qui sont sur le terrain. Et donc, moi, je vois c'est le rôle de la science et c'est le rôle qu'on joue dans tous ces milieux où on se trouve. Alors, quelques soucis avec mon micro, mais ça va. J'espère que vous m'entendez. Alors, toujours dans le chat, il y a des réactions de journalistes. Il faut vraiment qu'on essaie d'aller pour satisfaire tout le monde. Alors, je crois qu'il y a Djibril Kinfa qui dit, à l'ère de la décentralisation, est-ce qu'on ne peut pas élaborer des approches audacieuses pour promouvoir l'écotourisme afin de protéger les grands singes tout en engrangeant des devises au niveau local? Deuxième question, relativement au Gorilla Agreement de 2024, quelle est la position du Cameroun et qu'est-ce qui est fait au niveau du politique pour sa ratification, docteur? Et je crois, Amy, you intervene in the first aspect of the question, mais d'abord, docteur, vous prenez la parole. Maybe I will take it, when doctor will finish, I will take the first question for you. Docteur, allez-y. Is that about the Gorilla Agreement? You can start with the first, à l'ère de la décentralisation. Est-ce que, ou alors vous voulez qu'elle réponde sur la deuxième question, les deux questions? Can you just repeat, please? Ok, let me take it all over. À l'ère de la décentralisation, est-ce qu'on ne peut pas élaborer des approches audacieuses pour promouvoir l'écotourisme afin de Yeah. protéger les grands singes tout Oui. en engageant des devises, tout en gagnant de l'argent au niveau local? Yeah. Et maintenant, concernant le Gorilla Agreement de 2024, quelle est Mhm. la position du Cameroun et qu'est-ce qui est fait au niveau du politique pour la ratification justement de cet accord? Yeah. Yeah. Donc, merci beaucoup pour ces deux questions et c'est tellement important parce qu'on voit le Cameroun par rapport disons, Rwanda et Uganda surtout. Le Cameroun a vraiment un énorme potentiel pour les gorilles, le tourisme des gorilles, le tourisme des grands singes, mais on n'a pas pu valoriser ça. Je sais qu'il y a les efforts au sud du Cameroun, surtout vers le Campoman, pour habituer une population des gorilles. Mais comme Amy expliquait, il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça. Parce que pour les gorilles, on a déjà des gorilles. Mais il faut la politique. Hein? Il faut les équipes sur place, l'équipe de vétérinaires, parce que on ne peut pas euh, 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 habituer les animaux parce que dès que les animaux sont habitués à l'homme, c'est-à-dire que les animaux n'ont plus peur à l'homme. Mais si on habitue les animaux et ces animaux sont ciblés par les chasseurs parce que les animaux habitués ne peuvent pas distinguer entre un chasseur et un chercheur ou bien un touriste. Donc, la plupart, moi, je vois la première des choses qu'on doit faire, c'est pour essayer de sensibiliser les gens parce qu'on a bien la potentialité. Donc, la première des choses, c'est que le gouvernement doit prendre les mesures pour dire oui, on doit développer ce secteur. Et pour développer le secteur,
on doit mettre en place des mesures que tout le monde est partie prenante. Donc, les populations riveraines, les gens qui même les gens qui mangent la viande de brousse dans les villes et tout, il y a tout un maillon qu'on doit couper. Quand nous, on fait nos recherches en forêt, surtout comme là où on travaille, ce n'est pas un air protégé, on fait tout pour ne pas habituer, même pas rencontrer les chimpanzés ou bien les gorilles. Donc, nous, on utilise les lits de gorilles pour compter le nombre de gorilles qui sont en forêt. On utilise les crottes des gorilles pour voir ce qu'ils mangent. Parce que si on les habitue à l'homme, ça peut être tellement catastrophique. On utilise des caméras pièges pour les étudier. Donc, ça, c'est pour éviter habituer ces animaux à l'homme parce que c'est tellement risquant pour eux. Dans le cadre politique, vraiment, je ne sais pas pourquoi le Cameroun a refusé de ratifier parce que ces Gorilla Agreement, c'était depuis 2007. 2007, c'est longtemps. Mais je me rappelle, en 2020, le gouvernement a envoyé ça au Parlement, à l'Assemblée. Et il y a eu des débats à l'Assemblée, tellement les débats qui ont tellement bougé. Et c'est là où c'est ça arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vois que le Cameroun doit vraiment protéger ses gorilles et les chimpanzés, mais aussi prendre les mesures pour qu'on peut aussi bénéficier de ça, parce que le tourisme, de ça avec beaucoup de choses, les infrastructures et tout. Donc, vraiment, on prend les mesures pour valoriser les ressources que Dieu nous a léguées avec. Alors, maybe, Amy, maybe a short word on the first question. As we are moving to decentralization, I don't know if you can understand what I mean. Yeah. A journalist is asking if we can't put in place an approach. An approach that help to promote ecotourism in order to protect the great apes. By the same way gaining some money. So I don't know if you can give an answer to this question. A short, because Dr. Very Abe short, yeah. talked about. Yeah, I think Dr. Abe's answer was very good, and I don't really have much to add, other than I just completely agree with the question in that I think the best future for wildlife and conservation and nature is that the responsibility for stewardship is in local hands and locally empowered, and people like me don't exist anymore. Ok, great. Yeah. Alors, il y a Ange Moisette qui a demandé à savoir bonjour à tous, en ce qui concerne le conflit homme-faune causé par l'utilisation des terres par les sociétés d'exploitation, comme Vert, à proximité du parc de Campoman, qu'est-ce qui est prévu pour protéger la population des agressions des primates? Là, elle s'intéresse justement aux populations. Qu'est-ce qui est prévu justement pour protéger la population des agressions des primates? Ou alors, qu'est-ce que vous, en tant que chercheur, vous estimez être le meilleur moyen de protéger les populations des primates? Oui. Peut-être. Merci beaucoup pour ces questions. Vraiment, oui, on demande souvent comment on se protège des primates, mais si ces primates aussi sont laissés tranquilles, ils ne vont plus venir vers l'homme. Oui, la plupart des temps, on descend dans leurs habitats, on les trouble, soit par nos activités, et quand alors ils réagissent en sortant, par exemple, et dépassent nos cultures, vraiment, ça devient un problème. Donc, il y a les manières parce que au Cameroun, par exemple, la loi a les mesures, comment on peut exploiter, par exemple, le bois sans déstabiliser beaucoup la population de la faune. Et comment on fait ça? Si, par exemple, on a un UFA, donc un forest concession, on divise ça par parcelle, peut-être 25 à 30 parcelles, et on exploite les parcelles là en d'une manière rotative.
pour que quand on exploite parcelle A, peut-être les animaux qui sont là-bas, peut-être pour fuir, si c'est possible. Je sais que pour certains cas, comme les chimpanzés, c'est difficile de sortir. Mais les animaux peuvent, avoir les endroits où bouger pour réduire, minimiser les dégâts des activités. Mais dans le cas de Canver, par exemple, c'était un UFA et transformé en zone agricole. Et on n'a pas fait les études pour voir ce qui est là et comment on peut faire pour minimiser les impacts sur les animaux et les dégâts homme-faune. Donc, si on ne fait pas les études, ça ne peut pas aller. Donc, moi, je vois dans toutes les choses, si on veut faire, par exemple, une route, il y a un projet, un grand projet, il faut les études des études d'impact socio-écologiques et tout, il faut les études d'impact et c'est à base des études, de ces études d'impact que on peut vraiment travailler pour minimiser les dégâts sur la faune et surtout les dégâts sur l'écologie et l'impact aussi de la faune sur l'homme. Donc, il faut vraiment les études. C'est à base des études qu'on fait tout. Et il y a la route, par exemple, qui quitte Kribi jusqu'à Ebolova. Donc, j'ai fait partie des consultants qui fait les revues sur les études qui ont mené. Ah, donc, si on fait comme le projet Canver, il n'y a pas une étude qui a été menée, ou bien si une étude a été menée, peut-être c'était pas avec les gens compétents. Donc, on a ce qui se passe, donc on voit c'est les résultats des trucs qui sont mal menés, quoi. Merci, merci, docteur, pour cette bonne réponse. Alors, je crois qu'il y a une question pour Amy. Amy, there's a question for you. Je lis en français avant de dire en anglais. Amy peut-elle nous dire s'il est arrivé aux membres de son équipe de contracter une maladie suite à la manipulation des primates? Comment se protège-t-il? So, a journalist, I think Adrienne, who wants to know if it happens for a member of your crew to have a disease because you are close to great apes, and how she precisely want to know how to protect your teams, how to you make sure not to be to have some disease on field. Okay. Thank you for that question. So we take multiple sort of precautions to minimize the risk of transmission in both directions, right? Because we also don't want to risk getting our patients sick. So we wear masks, we wear gloves, long sleeves, clean, making sure our clothes are clean and long sleeves. We never go into the forest if we are feeling sick. In the case of if we have to do a postmortem examination on a dead gorilla, we wear full PPE gear, personal protective equipment, that is, full suits, respirator type masks that are even, sort of the more specific, like the N95s that we all became familiar with during COVID, goggles, hoods, gloves, multiple pairs of gloves, suits, booties, things like that. If we don't know what that dead gorilla has died from, right, and if it is some sort of infectious disease, we take extra precautions while performing that examination. Sur la Is Romulus frozen or am I frozen? I don't know who's frozen. Can you hear me? I can hear you, Dr. White. I thought maybe it was me, and I was just like, Yeah, I think it's network problem. Bon,
Une seconde, s'il te plaît. Romulus, c'est bon, vous avez terminé? Oui, là, on a fini avec les présentations. Là, c'est les questions, on répond aux questions et on arrête. Ok, d'accord, ok, d'accord. Fais-moi signe dès que c'est bon par WhatsApp. Merci. D'accord, donc, je crois dans 5 minutes, c'est bon. If you can close in 5 minutes, not so? Okay. Okay, Dr. Gorn. Sorry, I have a connection issue. Was there a question? I didn't hear anything. I didn't hear any question. Okay, the journalist was asking if there is, dont la journaliste demandait si there is a way to enable the companies like Camve to have a dialogue in order to find solution. So is it like written? Is it possible to make something like normal for them to have constant dialogue with on this issue? So because maybe they are I mean, they're the one causing the trouble. So, est-ce que c'est disposé qu'il y ait des échanges justement pour changer la donne avec eux, surtout? Merci pour ces questions. Et quoi, Amy parlait avant, elle disait du best practice guidelines. Il y a les best practice guidelines pour tout. Si on veut faire des recherches de comptage, même pour les activités exploitatives, on a les guidelines. Pour les gens qui font la foresterie, par exemple, il doit certifier. Il y a les processus de certification qu'ils ont. C'est la même chose même pour les gens qui font les plantations. Il y a la certification. Donc, quand tu fais la certification, ça dit que tu fais les choses de manière vraiment claire. Euh, pour les grands projets comme les routes, les dames et tout, on a ce qu'on appelle IFC Certification. Donc, par exemple, la plupart de ces grands projets sont financés par les grandes banques, la Banque mondiale, mais beaucoup de banques sont comply, donc sont en accord avec ces processus de certification. Donc, il y a une chose qui est claire, partout où il y a les grands singes, c'est considéré comme les habitats critiques. Et pour financer les projets dans les milieux comme ça, ces banques qui financent ces projets souvent, ils demandent à ces gens, au projet de aller vers l'UCN. Il y a ce qu'on appelle ARRC, hein, où il y a beaucoup de membres, mais c'est avec ARRC qui vont conseiller comment on peut dérouler avec les projets comme ça pour minimiser les dégâts. Mais si on voit que donc, on ne peut pas minimiser les dégâts, souvent on dit non, on ne peut pas faire les projets dans tel endroit. Hein? Mais la plupart du temps, les gens qui ne dépendent pas des financements extérieurs, peut-être ils ont leur financement par eux-mêmes, et ils ne dépendent pas des banques et tout, donc ils font n'importe quoi et ils ne suivent pas ces règlements. Et c'est là où on voit qu'il y a problème. Parce que, oui, comme je disais, il faut faire les études d'impact et tout, mais souvent, nous, on ne respecte pas. Parce que même si c'est toi qui as tu veux développer ton petit champ de cacao et il y a les chimpanzés là-bas, il y a les gorilles là-bas, vraiment, tu ne peux pas faire parce que ça, c'est un habitat critique. Tu peux faire ton champ et trucs ailleurs, mais pas dans un endroit ou un autre volet de la conservation où on a les espèces de grands singes qui sont protégés par la loi du Cameroun. Donc, vraiment, il faut qu'on respecte quand même les lois de la nation et même les lois internationales. Ok. Alors, je ne sais pas si Amy, merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si Amy a un mot à dire. Alors, chacun de vous peut dire un mot pour la fin. Et aussi, moi, en tant que journaliste, journaliste et membre du réseau, je souhaite vraiment que notre collaboration soit constante et permanente pour que nous, on ait des informations qui nous permettent au niveau du réseau de pouvoir faire des reportages avec des données. Vous voyez, Émile a dit, justement, vous êtes des personnes de terrain, qu'on puisse même avec nos confrères qui sont en RDC, qu'on ait des reportages où on va sur le terrain, avoir des informations intéressantes avec... voilà, c'est plus intéressant quand nous, on est sur le terrain, peut-être avec vous. Donc, c'est à voir vraiment comment on fait pour travailler.
sur ce volet-là, mais l'antenne camerounaise et l'ensemble du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone a un intérêt particulier pour ces questions. Et Amy, maybe I think, Docteur, OK, vous pouvez partager avec nous à la fois vos présentations, à la fois les canaux par lesquels un journaliste peut vous saisir pour avoir une information sur ce qu'on veut faire. Et justement, on aimerait avoir vos coordonnées parce qu'il y a eu des journalistes qui sont là. Il y a certains qui vont revoir le webinaire qui est également, il faut le préciser, en direct sur notre page Facebook et qui sera remis sur la page YouTube. Donc, merci à vous. Je ne sais pas si Kossi, qui est le président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, a un mot à dire. Le temps pour lui d'arriver, je précise justement que Dr Ekoge Abe est le country director du Cameroun Biodiversity Association. Et également, il a beaucoup de casquettes. African Forest Program, San Diego Zoo Wildlife Alliance. Il a justement beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et Amy est responsable de la communication de Gorilla Doctors et mène avec ses équipes beaucoup d'actions sur le terrain. Est-ce que Kossi est là? Kossi, can you, un mot, peut-être à l'endroit de tout le réseau. Alors, est-ce que Kossi peut nous dire un mot pour le réseau? Du reste, en attendant, justement, je remercie tous les journalistes qui se sont rendus disponibles parce que c'était une journée quand même compliquée parce qu'il y a des experts qui n'ont pas pu être là parce que c'est un samedi. Donc, je vous remercie déjà parce que vous êtes venus. Et voilà. Kossi, est-ce que Kossi nous entend? Je vous entends. Mais merci pour Oui, cette belle session. Est-ce que c'est la fin? On peut terminer? oui, c'est la fin, Kossi. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you so much, everyone, for joining this Mm, webinar. mm. Merci. Thank you. Thank you a lot. Au revoir. And say Have a hi nice. to Dr. Cedric, who couldn't participate today. I will. Okay. Next time he can come. Next Yeah. time. Okay. Bye, all. Thank you Bye. Have a very much. nice Merci weekend. beaucoup. Au revoir. Thank you. Au revoir.